Corey Richards pourrait-il être libéré maintenant et définitivement? Nous devons parler de la nouvelle révélation choc de la défense, qui affirme que les procureurs n'ont pas seulement omis de transmettre des preuves, mais des preuves qui l'innocenteraient prétendument du meurtre de son mari, Eric. Bienvenue dans Sidebar de Law and Crime, je suis Jesse Weber. Corey Richards est-il sur le point d'obtenir une victoire vraiment majeure? C'est une déclaration forte, puisque nous parlons toujours des preuves accablantes contre elle, contre cette épouse accusée d'avoir empoisonné son mari. Tout pourrait dépendre d'un témoin clé. Laissez-moi vous expliquer. Richards est accusé d'avoir assassiné son mari, Eric Richards, en mars 2022, qu'elle aurait drogué sa boisson, un Moscow Mule, avec du fentanyl, la nuit de sa mort. Et quand je dis qu'il y a de plus en plus de preuves, qu'est-ce que je veux dire? Elle aurait donc déclaré aux autorités qu'elle avait trouvé son mari inconscient au pied du lit lorsqu'elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Mais Eric avait apparemment 5 fois la dose mortelle de fentanyl dans son organisme. C'est, selon les autorités, lorsque les autorités ont examiné ses téléphones, ils auraient trouvé des recherches concernant des femmes. Prison de l'Utah. Les policiers peuvent-ils retrouver des messages supprimés sur un iPhone? Comment une intoxication est-elle mentionnée sur un certificat de décès? Alors, combien de temps les compagnies d'assurance vie mettent-elles à payer? Quelle est la dose létale de fentanyl qu'elle aurait tenté d'utiliser pour empoisonner le sandwich d'Eric? Le mois dernier, à la Saint-Valentin, il est apparemment tombé si malade qu'il a eu de l'urticaire. Qu'Eric aurait dit à un ami « Je crois que ma femme a essayé de m'empoisonner ». Ça. Dans le dos d'Eric, elle a contracté une ligne de crédit de 250 000 sur la maison, peut-être en falsifiant sa signature, alors qu'elle était endettée et qu'Eric, qui valait des millions, parlait d'argent. Qu'elle est accusée d'avoir souscrit des assurances vie sur son mari à son insu, pour un montant de 2 millions. Et bien sûr, si vous connaissez cette affaire, vous le saurez. C'est la femme qui a publié un livre intitulé « Es-tu avec moi ?» après la mort d'Eric, qu'elle disait pouvoir aider les enfants à faire face à la perte. Elle en a parlé dans les médias locaux et est désormais accusée du meurtre d'Eric. Tout cela n'est donc pas très réjouissant. Voilà un aperçu des preuves que les procureurs semblent avoir contre elle, et elle fait face à plusieurs chefs d'accusation, dont le meurtre et des délits financiers. Mais il y a un autre élément clé de preuve, un autre élément clé qui pourrait relier tout cela. Et la mise à jour dont je veux parler maintenant, c'est de savoir si cela met en péril toute l'affaire. La question est, d'où Corey Richards aurait-elle eu les drogues, n'est-ce pas? Où aurait-elle obtenu le fentanyl? Selon les procureurs, elle l'a eu de sa femme de ménage, Carmen Laubert, qui l'aurait révélé aux enquêteurs d'après une déclaration sous serment. Citation. Laubert a admis avoir fourni à Corey Richards entre 15 et 30 comprimés de fentanyl à 2 occasions distinctes, environ un mois avant la mort d'Eric. Elle a déclaré que Corey lui avait payé environ 900 $ chaque fois qu'elle fournissait les pilules. Elle a fourni des détails sur la demande de drogue, les lieux de récupération et de dépôt, ainsi que d'autres informations pertinentes qui ont été corroborées par des preuves médico-légales numériques. Donc c'est du tout cuit, non? Tout va bien pour l'accusation, mais pas tout à fait. Voici le problème, l'équipe de défense de Richards. Ils sont en train de soutenir que... Attendez une seconde. Laubert aurait déclaré qu'elle avait obtenu les pilules d'un type nommé Robert Crozière, mais il nie l'avoir fait. Qu'il a vendu de l'oxycontin à Laubert, pas du fentanyl. Laubert pense avoir donné du fentanyl à Richards uniquement parce qu'elle croit que Crozière lui en a donné. C'est un grand développement. Donc Crozière aurait soi-disant rétracté sa déclaration précédente. Donc selon National Broadcasting Company, il aurait déclaré en 2023 qu'il avait vendu du fentanyl à Laubert. Quand on lui a demandé pourquoi il avait changé sa version, Crozier dit ne pas se rappeler ses propos de l'époque, car il était en plein sevrage et selon ses mots, à côté de la plaque. Il affirme aujourd'hui être sobre dans son affidavit, ajoutant le 4 mai 2023, j'étais récemment incarcéré et en sevrage. Je n'ai aucun souvenir personnel des détails de cet entretien, bien qu'on m'ait dit depuis ce qui s'est passé. J'ai admis avoir vendu du fentanyl à Carmen Laubert en 2022. Selon les déclarations sous serment de Crozière, il a dit 2 fois à ceux qu'il pensait être des procureurs lors d'une réunion en avril 2025 que ce n'était pas vrai. Citation. Monsieur Bloodworth. Et l'autre personne m'a demandé si j'avais vendu du fentanyl à Carmen Laubert. Je leur ai répondu « Non. J'ai vendu de l'oxycontin à Carmen Laubert 2 fois début 2022. Je leur ai dit l'avoir rencontré au Maverick et à Draper pour lui vendre les comprimés. Je leur ai dit que j'étais certain d'avoir vendu à Carmen Laubert des comprimés d'oxycontin de 30 mg, aussi appelés Roxy ou Roxy 30,
Ils m'ont demandé plusieurs fois si j'étais sûr, et je leur ai dit que oui, j'étais sûr. Je lui ai vendu de l'Oxycontin. Donc en d'autres termes, les avocats de la défense soutiennent que non seulement les procureurs l'ont interrogé en avril et qu'ils ont appris tout cela, mais peut-être plus important encore, ils ne l'ont pas dit à la défense. C'est l'allégation selon la requête de la défense. L'accusation connaît cette preuve disculpatoire, indiquant que l'accusé n'est pas coupable depuis avril de cette année. L'accusation n'a pas informé la défense de cette information. Aucun communiqué de presse n'a été publié, aucun rapport, rien, l'accusation est simplement restée silencieuse. Laissez-moi dire ceci rapidement, même si vous n'êtes pas journaliste. D'accord, rester informé de ce qui se passe dans ce monde est tellement important. Mais je vais vous dire, de nos jours, avec tous les partis pris des médias, la méfiance, il peut sembler presque impossible de savoir en quoi croire réellement. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je vous présente notre sponsor, Straight Arrow News. Straight Arrow News est une plateforme d'actualité personnalisée offrant un journalisme impartial et factuel. Des reportages qui informent, éduquent et instaurent la confiance sur tout le spectre politique. Alors comment ça marche? Son outil Mediamis révèle aux lecteurs des reportages absents des médias traditionnels biaisés. En donnant des analyses utiles et des sources transparentes, les lecteurs voient les faits réels, pas seulement des interprétations sensationnalistes. La différence avec Straight Hour News est que leur site et appli affichent les biais de leurs sources. Leur paysage médiatique, leurs outils et affichages, ainsi que les médias, sont classés par tendance pour offrir une transparence maximale. Prêt pour mieux recevoir l'info? Rendez-vous sur soundcom/sidebar ou cliquez sur le lien en description. Straight Hour News. Évitez le drame, informez-vous avec un journalisme fiable. La défense soutient qu'ils n'ont découvert tout cela qu'après avoir interrogé Crozier le mois dernier. Voici l'idée principale présentée par la défense dans les documents judiciaires. L'accusation n'a pas révélé des preuves qui non seulement disculpent Mademoiselle Richance, mais détruisent aussi la théorie selon laquelle elle aurait obtenu le fentanyl ayant tué son mari. La non-divulgation persistante par l'accusation de preuves disculpatoires montrant que Mademoiselle Richance n'a pas obtenu de fentanyl nuit à Mademoiselle Richance, au public et à l'intégrité du système judiciaire. C'est précisément le type d'inconduite que la règle 38 a été conçue pour prévenir. En retenant ces preuves, l'accusation abandonne son devoir de rechercher la justice et compromet la garantie d'un procès équitable. La défense affirme, si l'État ne prouve pas que le fentanyl était avec l'accusé, il n'a aucun dossier. La déclaration de M. Crozier ne fait pas que mettre à mal leur dossier. Elle y jette une grenade en plein milieu, ne leur laissant rien d'autre que des suppositions et des conjectures, ce qui les éloigne totalement du seuil du doute raisonnable. Ils demandent maintenant au tribunal d'ordonner à l'accusation de remettre toutes les preuves à la défense. Par exemple, des textos, emails, échanges entre l'accusation, la police et Crozier, toute note sur lui, tout pouvant innocenter Richans. Mais faut-il vraiment parler de violation flagrante des règles? Le juge pourrait-il rejeter l'affaire? Je vais en parler. Ils demandent aussi au juge de reconsidérer la libération sous caution, refusée plusieurs fois. On en parlera aussi. Alors, que se passe-t-il exactement ici, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi faire venir un expert. Nous sommes rejoints par Jérémy Diaz, avocat de la défense pénale, ancien procureur adjoint du comté de Salt Lake, assistant district attorney. Merci d'être venu, Jérémy. Ça fait plaisir de te voir. Permettez-moi de commencer ici. Que pensez-vous du fait que Crozier semble avoir changé de position, changé sa version des faits? Peut-on commencer par là? Bien sûr, je veux dire, ce n'est pas très courant que des histoires changent à ce point, qu'elles changent aussi radicalement. Je veux dire, dans ce cas, c'est assez important, je pense. C'est énorme. Laissez-moi commencer ici, même avant l'accusation de dissimulation de preuves à décharge. Si c'est vrai, d'accord, et qu'il n'a fourni que de l'oxy et non du fentanyl. Est-ce que cela met fin à l'affaire? Je veux dire, peuvent-ils prouver que Corey Richens a tué son mari? Je ne suis pas sûr que ce soit la fin de l'affaire, car il y a plusieurs éléments. Selon les règles de preuve qui permettent au procureur de présenter des déclarations antérieures contradictoires, n'est-ce pas? Mais en même temps, ça n'aide pas. Et je pense qu'en tant que procureur, je considérerais cela comme un coup sérieux porté à l'affaire dans son ensemble. Oui, parce que si Carmen Laubert dit «Je ne sais pas vraiment ce qu'on m'a donné, je pensais que c'était du fentanyl», lui il dit «Non, j'ai donné de l'oxy». Les rapports toxicologiques indiquent en qu'Eric avait 5 fois la dose létale de fentanyl dans son organisme. Et ils ne peuvent pas relier directement d'où Corey Richens l'a obtenu. Je veux dire, je me demande tout d'abord comment les procureurs font-ils? Est-ce que les procureurs modifient leur dossier?
Est-ce qu'ils le font toujours venir à la barre? Est-ce qu'ils font toujours venir Carmen Laubert à la barre? Est-ce qu'ils oublient d'où elle a obtenu les comprimés de fentanyl, soi-disant? Je veux dire, comment cela change-t-il toute l'affaire du procureur? Rappelle-toi, tu as toujours le fait que, selon Carmen, Corey a demandé à Carmen de lui procurer du fentanyl, non? Donc, en tant que défense, tu dois toujours gérer ça et en tant que procureur, tu as toujours ça dans ta poche. Pourquoi Corey demande-t-il du fentanyl en général? Donc, je veux dire, même si ce système de livraison qu'ils ont allégué, ce Carmen à Robert, puis retour à Carmen, puis retour à Corey, tout ce truc-là a peut-être échoué. Eh bien, ce que l'État n'a certainement pas, c'est une sorte de nouveauté, je suppose, un lien direct avec le fentanyl, mais il reste le fait que, selon Carmen, Corée demandait du fentanyl. Donc, il reste encore ça à gérer, et selon le camp dans lequel vous êtes, vous avez des arguments à avancer. Nous avançons aussi cet argument. S'il dit la vérité, est-il le témoin le plus crédible présenté? Il a peut-être donné du fentanyl, on l'ignore. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer quand on évalue la crédibilité, n'est-ce pas? Et vraiment, quels sont les éléments que vous examinez? C'est quel est le mobile ici? Quel est le mobile pour mentir? Quel est le mobile pour changer l'histoire? Et ça va être quelque chose de difficile à contester pour le procureur ici, c'est certain. Comme je l'ai dit, c'est un autre point en faveur de l'équipe de la défense. Est-ce que l'accusation a enfreint les règles concernant la transmission des éléments à la défense? Transmettre des éléments potentiellement disculpatoires, des éléments qui pourraient innocenter l'accusé? Quelle est la norme et l'ont-ils enfreinte? Monsieur, et c'est difficile parce que c'est un peu une zone grise. Je pense que ce n'est certainement pas très correct. Quand j'étais procureur, comme vous l'avez dit, l'espoir, c'est qu'en tant que procureur, vous essayez d'aller au-delà et d'être irréprochable. Donc, on aurait espéré que lorsqu'ils ont eu la conversation avec Robert Crozier, ils auraient divulgué cette conversation à la défense. Selon la défense, ils n'en ont entendu parler qu'en septembre, alors qu'entre avril et septembre, 5 mois se sont écoulés sans que cette information importante soit divulguée. Je veux être clair, c'est important. Qu'il nie avoir donné du fentanyl et change sa version, c'est très important et je pense que cela aurait dû être divulgué dès que possible en avril. On pourrait sûrement le penser et l'espérer. Un procureur sur le chemin du retour au bureau après une réunion dans le café Starbucks aurait dit « Et on a un problème ». Voilà ce que le témoin nous dit maintenant. Vous devriez peut-être envoyer quelqu'un le contacter et l'interroger un peu. Oh. Et une des choses qui me surprend ici, c'est que l'équipe de l'accusation n'a pas elle-même envoyé un enquêteur pour obtenir ces nouvelles informations et, d'une manière ou d'une autre, les transmettre à l'équipe de la défense. Donc je pense que c'est préoccupant. Il y a un aspect de rapidité. Pour la divulgation, ils n'ont pas à la faire tout de suite, mais doivent le faire en temps voulu. Donc, qu'ils soient ou non un peu dans cette zone grise, je veux dire, nous sommes en septembre, ils ne l'ont toujours pas divulgué à l'équipe de défense et le procès est prévu pour février. C'est... Je suis surpris que cela n'ait pas été divulgué. C'est alors que la défense intervient et parle. Nous l'avons découvert uniquement en l'interrogeant nous-mêmes, ce qui nous a permis de connaître la défense face à l'accusation. La défense l'a évoqué dans son dossier. Quelle sera la position de l'accusation? Va-t-elle parler d'un oubli? Est-ce que c'est l'argument des procureurs? Et nous n'avons pas délibérément retenu des preuves, c'était un oubli d'une certaine manière. Nous essayons de le corroborer. Est-ce à eux de le vérifier ou doivent-ils juste le transmettre aussitôt à la défense? Je veux dire, il semble que ce soit une erreur. C'était un oubli, ce n'était pas intentionnel. Ce serait la défense du ministère public ici, non? Eh bien, je veux dire, ça devrait l'être, ça devrait l'être. Écoute, ce n'était qu'un oubli, mais en même temps, c'est un gros oubli, non? Je veux dire, c'est une preuve assez cruciale en ce qui concerne cette affaire. Je penserais qu'il serait obligé de dire que c'était un oubli. Je pense que ça va être quelque chose du genre, nous étions occupés, nous n'étions pas sûrs de sa fiabilité. Mais je veux dire, même à ce niveau-là, quand il s'agit de fiabilité, ça ne devrait pas forcément être à la procureure de prendre cette décision. Cette décision devrait être prise après l'avoir communiquée à l'avocat de la défense. So, I mean, This is y- y- C'est un problème tellement important que je suis curieux.
Scénario différent. Mais si vous vous souvenez de ce qui s'est passé dans l'affaire Alec Baldwin, il y a eu un problème sérieux concernant la remise des preuves à la défense, ce qui a conduit à l'abandon de son affaire. Je veux dire, si je me souviens bien, je crois que c'est ce qui s'est passé. Est-ce une option? Est-ce quelque chose qui pourrait arriver ici? Le juge pourrait regarder ça et dire, bon, c'est une véritable parodie, c'est une injustice. Les droits de Corey Richin ont été violés. Je rejette cette affaire. Est-ce une conséquence réelle? Si l'accusation a vraiment manqué à son devoir, Je pense que c'est possible. Je pense qu'il faudrait probablement que la violation soit plus flagrante, au moins, pour en arriver là. Mais je veux dire, c'est une possibilité. Je ne pense simplement pas que ce soit probable. quelle pourrait être une sanction pour l'accusation? C'est une bonne question. Ce sera intéressant à voir. Je ne sais pas exactement comment le juge va statuer, ni vraiment quelles sont les options possibles pour cela. Et qu'en est-il d'être d'accord avec les procureurs de la défense? Vous devez remettre toutes ces preuves, donc pas seulement les preuves qui pourraient innocenter Corey Richen, ce qu'il devrait évidemment remettre de toute façon, mais toute la correspondance concernant Crozière, tout, absolument tout ce qu'il concerne. Pensez-vous que le juge acceptera cette demande? Je pense qu'il le fera. Ce n'est pas garanti qu'il le fera. Mais étant donné les circonstances, vu la grande médiatisation de l'affaire, je pense qu'il ordonnera que cela soit remis. Est-ce que cela va retarder cette affaire? Je veux dire, son procès est prévu pour février. Cela complique-t-il les choses, hein? C'est possible, selon le numéro 1, la rapidité avec laquelle le bureau du procureur remettra les éléments de l'enquête à l'équipe de défense et ce que l'équipe de défense pourra en faire. Après l'avoir reçu, combien de temps leur faudra-t-il pour examiner et vérifier toutes les nouvelles informations de cette divulgation? Au fait, je vais parler de la caution dans un instant. Pendant qu'on avance là-dessus, je me dis que si maintenant l'accusation a du mal à le prouver, elle a reçu ces pilules de Carmen Laubert et Robert Crozière. S'il ne prouve pas cela, comment prouver qu'elles étaient en sa possession? Cela montre-t-il une faiblesse dans l'enquête? Ne peuvent-ils pas envisager un autre moyen pour elle d'obtenir ces pilules? Il devra sûrement déterminer d'où elle les a eues, non? Sinon, la défense va s'en saisir dès la déclaration d'ouverture, la plaidoirie finale et tout au long du procès. S'ils ne peuvent pas l'établir, est-ce que cela montre une faiblesse, une lacune dans l'enquête? Donc, je ne sais pas si cela suffit nécessairement à faire rejeter l'affaire. Rappelez-vous, cette affaire reposait toujours sur des preuves indirectes. La question, lorsqu'il s'agit d'affaires circonstancielles, c'est de savoir à quel point cette affaire circonstancielle est solide. Elle est clairement plus faible avec les révélations de Robert Crozier selon lesquelles il n'a jamais donné de fentanyl, mais le procureur a toujours le fait, selon Carmen Laubert, que Corey demandait du fentanyl. Donc, vous avez Eric qui fait une overdose de fentanyl, vous avez Corey qui demande du fentanyl. Vous avez toujours cela à utiliser comme preuve et votre dossier est-il plus faible sans ce lien? Cela montre que c'est là qu'elle a obtenu le fentanyl. Oui, c'est plus faible, mais en même temps, c'est toujours quelque chose sur lequel le bureau du procureur pourrait quand même aller de l'avant. Tu as raison, c'est un dossier plus faible, parce qu'ils ne peuvent pas identifier la filière de distribution que Corey aurait soi-disant empruntée pour obtenir le fentanyl. Je veux discuter ici de la caution. La défense demande au tribunal de reconsidérer la décision et de libérer Richens suite à ce développement. Parce que, encore une fois, elle s'est vue refuser la liberté sous caution à 2 reprises jusqu'à présent. Comment le précise-t-il dans leur dossier? Selon la loi de l'Utah, toute personne accusée ou arrêtée pour une infraction pénale peut bénéficier de la liberté sous caution, sauf en cas d'accusation de crime avec preuves substantielles. Et le tribunal conclut, par des preuves claires et convaincantes, que la personne constituerait un danger important, ou que la personne est susceptible de prendre la fuite, je cite, « Même si le tribunal a conclu qu'il existe des preuves substantielles contre mademoiselle Richens, la rétractation de M. Crozier change la situation de façon non négligeable. Afin de continuer à détenir mademoiselle Richens sans caution, le tribunal doit d'abord conclure qu'il existe des preuves substantielles à l'appui de l'accusation. Et cela n'existe tout simplement plus dans cette affaire. Toute la théorie de la responsabilité pénale de l'État en dépend. Corey Richens s'est procuré du fentanyl auprès de sa femme de ménage, Carmen Laubert, qu'elle a fait ingérer à son mari contre son gré d'une manière inconnue, entraînant directement sa mort. Aucune preuve matérielle n'existe, seulement les déclarations de Carmen Laubert, qui reposent entièrement sur l'obtention de fentanyl auprès de Robert Crozière. Aucune des soi-disant pilules de fentanyl n'a été retrouvée ni testée. Laubert pense avoir vendu du fentanyl à Corey car elle croyait que Crozière lui en avait fourni.
si Robert Crozier n'a en fait pas vendu de fentanyl à Laubert. Il ne peut y avoir aucun argument crédible selon lequel il existe des preuves substantielles de culpabilité, et ils soutiennent qu'elle devrait être libérée. Bon argument, Jérémy. Je le pense. Je me souviens vraiment que, concernant la loi sur la caution dans l'Utah, elle comporte plusieurs volets, n'est-ce pas? La première chose que le juge doit constater, comme tu viens de le lire, c'est qu'il existe des preuves substantielles pour appuyer les accusations. Le bureau du procureur, lorsqu'ils ont présenté et plaidé leur requête pour une détention sans caution. Jusqu'à présent, ils ont eu ce lien de distribution avec ce que M. Crozier a déclaré. Il n'a jamais vendu de fentanyl à Mademoiselle Laubert. Avec cette déclaration, cela détruit le lien de distribution. Et donc, cela va à l'encontre de la nature des preuves substantielles dans cette affaire. Et donc, je pense que c'est prêt à être réexaminé. Et je pense que l'argument de la défense est un bon argument, et je pense qu'il est solide. Laissez-moi vous demander ceci apparemment. Le bureau du procureur du comté de Summit a déclaré, je cite, « Il ne commente pas les affaires en cours, qu'il va répondre dans le dossier public dans 14 jours, comme le permettent les règles du tribunal. » Est-ce la réponse à laquelle vous vous attendiez et comment vont-ils répondre? Je veux dire, c'est ainsi qu'ils doivent répondre. Pour l'instant, c'est dans les médias. Ils vont être très très prudents dans leur façon de répondre. Étant donné la gravité de la situation, étant donné les allégations avancées par l'équipe de défense, je veux dire, on en a déjà parlé, on en a déjà discuté, c'est quelque chose d'important. Que si le bureau du procureur apprenait ce genre de rétractation, ce changement de version des faits, dire qu'il n'a pas vendu de fentanyl à Mademoiselle Laubert, mais qu'il lui a vendu de l'oxycoton, alors oui, c'est important et ça ouvre la porte. Et très rapidement pour avoir une vue d'ensemble. Je risque d'être un peu répétitif, mais si l'accusation ne peut pas prouver de façon définitive comment elle a obtenu les comprimés, et qu'ils ne peuvent pas prouver de façon définitive quand ou comment elle les aurait mis dans ce Moscow Mule, vous pensez qu'ils peuvent obtenir une condamnation en s'appuyant sur les circonstances de sa mort, ses déclarations, son comportement, les assurances vie et ses recherches Google ou téléphoniques présumées? Pensez-vous qu'ils pourraient être condamnés avec les autres éléments qu'ils ont? Je pense que c'est une possibilité. À quel point cette possibilité est probable, je ne sais pas. Ça, ce sera quelque chose que l'équipe de l'accusation devra évaluer. Rappelez-vous, vous venez d'énumérer tout un tas de preuves, et même s'ils n'ont pas la chaîne de distribution courte à 4 maillons, comme nous en avons déjà parlé, ils en ont quand même. Le fait que Cory ait contacté Mademoiselle Laubert et lui ait demandé d'obtenir du fentanyl, no, is that la filière a échoué. Mademoiselle Laubert, c'est tout ce que nous savons. Mais le bureau du procureur a toujours tout ce que vous venez de mentionner en ce qui concerne la possibilité de le présenter devant le jury. Ils peuvent dire, écoutez, nous ne savons pas forcément comment elle a obtenu le fentanyl, mais nous savons qu'elle en demandait et nous savons qu'il en a fait une overdose. Oui, c'est un bon point. C'est un développement intéressant que nous voulions aborder. Nous nous concentrons sur Cory Richens depuis un certain temps. Je pense que c'est important. Jérémy Diaz, merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir de vous voir. Oui, merci. Ravi de vous voir également. C'est tout pour l'instant sur Sidebar. Merci à tous de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou vos plateformes habituelles. Suivez-moi sur X ou Instagram. Je suis GC Weber. À bientôt.